Israël ne sera plus jamais la même. Ça veut dire les vrais piliers israéliens aujourd'hui qui ont porté Israël, même dans les moments de doute, même dans les moments de difficulté, ils étaient là à la défendre dans le journal Le Monde, journal Libération, etc. Je dis pas, c'est des grandes plumes, mais ils restaient quand même des sionistes. Voilà, ils critiquaient les accords d'Oslo, etc. Mais là, entendre David Grossman dire que je ne peux plus fermer les yeux, il s'agit bel et bien d'un génocide. Et puis on en a parlé donc de Bartov, on a parlé de Goldberg, on a parlé d'Amir Haas, etc., etc. Gideon Lévy trop tôt, dès le début, lui, il avait compris qu'on va vers un génocide. Et toute la gauche israélienne, enfin la gauche très proche des partis communistes, les anciens du Meretz, comme Warshawski, etc. Mais là, on est carrément vers ce qu'on peut appeler les penseurs libéraux. On est quasiment dans une droite un peu éclairée, si vous voulez, qui est en train de dire enough is enough, pas en notre nom, etc. Beaucoup d'associations d'anciens déportés, des descendants des déportés, tout qui commencent à se désolidariser, mais complètement de Benjamin Netanyahu. C'est une folie aujourd'hui, ce qui se passe. C'est un dernier acte, mais qui est en train de se jouer par Benjamin Netanyahu et l'extrême droite religieuse messianique et fascistes israéliens, les Motriches, les Ben Gvir, etc. Je veux dire, Benjamin Netanyahu a envie de sauver sa peau, mais il la sauvera pas longtemps. L'histoire israélienne nous a démontré quand la justice vous court derrière, il finira par aller beaucoup plus vite que vous et vous rattraper. On l'a vu donc avec Yehud Olmert, il a fini derrière les barreaux. On l'avait vu avec Moshe Katsav, on l'avait vu avec des grands leaders israéliens. Donc à ce niveau-là. Donc c'est un acte, dernier acte qui est en train de se faire jouer par Benjamin Netanyahu. Je veux dire, avec un chef d'orchestre très médiocre qui est Trump, qui a encore pour 2 ans ou 3 ans, et en plus qu'on fait chanter, et de plus en plus la thèse qu'on est en train d'évoquer quasiment tous les soirs prend forme, c'est le dossier Epstein. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre raison qui va amener, je veux dire, Trump à se comporter de la sorte. Il ne se présentera pas, il n'a pas besoin du soutien de l'AIPAC, il n'a pas besoin du soutien des évangélistes israéliens. Je veux dire, le groupe de Great Make American Great Again, donc les MAGA, aujourd'hui commencent aussi à critiquer sa politique, etc. Donc le bonhomme veut aussi de son côté sauver sa peau de toute une série de scandales, je veux dire de mœurs sexuelles et éthiques qui ont eu lieu dans les différentes résidences de Epstein. Donc on n'est plus dans une réflexion politique, on est quasiment dans les derniers moments de folie, comme celle qu'on a connue en Allemagne à partir de 39, donc chez les dirigeants du Troisième Reich. On est quasiment dans la même logique. Aujourd'hui, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. On est en train d'assister, donc ce qui se passe à Gaza, on est en train d'assister le début d'un Auschwitz. On n'est pas encore aux chambres à gaz, on n'est pas au four crématoire, mais quasiment les images, il y a une grande ressemblance, et c'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Cher professeur, est-ce que les missiles ne sont pas les chambres à gaz des Gazaouis? Les missiles, oui, mais c'est pas des chambres à gaz. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, parce que Je veux dire qu'ils font office, vous avez bien compris, de chambres oui, à gaz. C'est une manière d'éliminer, tout simplement, que ce soit de cette manière-là ou d'une autre. C'est une manière d'éliminer en masse une population. bien sûr, c'est pas des chambres à gaz. Moi, je dirais plus des fours crématoires. On a fait cramer des gens sous des tentes.
On a fait cramer les habitants d'un immeuble en envoyant des missiles de 2 tonnes. Donc tout l'immeuble s'est écroulé et incendié. Donc il y a personne ne peut échapper. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit les modus operandi de tuer sont différents, mais au final la mort reste la même. Donc c'est la fin d'une vie. Voilà. On a beau me dire oui, nous les survivants, on voit ça comme quelque chose d'horrible, etc. Mais les gens qui étaient sous une tente et qu'on a visé par un missile et les gens les entendaient crier, pleurer, donc cramer, mais ils savaient rien faire pour eux pour les sauver, bah quelque part la souffrance n'est pas la même. C'est pour cela que je vous dis que l'humanité est morte à Gaza. L'humanité est morte à Gaza. C'est comme disait Primo Levi, Dieu est mort à Auschwitz. Donc aujourd'hui, l'humanité a lâché Gaza. Bien sûr, il y a toujours des consciences, je veux dire, vivantes, libres, etc., qui essaient de traverser des frontières, se rendre à Gaza. On a eu le cas de Nadia, etc. Il y a il y a beaucoup d'autres qui ont vraiment envie d'être téléportés pour aller porter secours des médecins qui attendent à la frontière depuis des mois et des mois à la frontière égyptienne, etc., pour entrer à Gaza, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas l'incapacité des uns. Le plus grave, c'est la complicité de la communauté internationale. Jusqu'à il y a très peu, les Italiens vendaient des armes. Les Français continuent encore à le faire grâce au Docker. On n'a pas envie d'embarquer ces conteneurs sur des bateaux. Grâce au Docker, bien sûr, marseillais. En Belgique, on le fait encore. On embarque. Au Maroc, à Ibadallah. Au Maroc, on embarque des armes, de la nourriture. On a eu les dernières informations, un rapport égyptien. Il y a 4 grands pays donc aujourd'hui qui arrivent à alimenter je veux dire les Israéliens et participer à l'effort de guerre israélien d'un point de vue alimentaire. En premier lieu, c'est les Égyptiens, en deuxième lieu, c'est le Maroc, en troisième lieu, c'est le Jordanien et en quatrième lieu, c'est les Émirats arabes unis. Les Marocains eux seuls produisent 120 produits différents qui font partie des besoins urgents alimentaires des Israéliens. 120 produits. 120 produits. Donc vous imaginez, c'est ça le danger. Et en plus à ça, on ajoute encore Jamal Debbouze qui se charge dans un institut du monde arabe de vendre de l'alcool des colonies israéliennes. Mais à quoi ces pourritures jouent? Ils jouent à quoi? Ils jouent à quoi? Ils jouent à quoi ces handicapés d'arrière-train, comme on dit? Ils jouent à quoi? On est dans un pays, capitale mondiale des très grands vins, des grands crus. Et tu vas chercher vraiment de la piquette dans des colonies pour la vendre dans un endroit prestigieux de la culture. Je ne sais pas si c'est quoi la culture. C'est un institut où produit les plus grands poètes palestiniens. Mahmoud Darwish, Samih El-Qasim, le poète syrien, Nizar Qabbani, Fadwa Touqan, je veux dire les plus grands. Adonis, il va de temps en temps. C'est extraordinaire. C'était quasiment une maison de Mohamed Harkoun, etc., etc. Je sais pas ce que cet handicapé va faire vraiment dans ce grand institut. Il y avait un chouette restaurant qui faisait de la cuisine syro-libanaise. Pourquoi on a ramené cet handicapé-là? Pour vendre des alcools et du vin israélien. C'est une provocation pour les producteurs de bons vins français. Il n'y a pas un petit coin en France où on fait pas des très bons vins, qu'ils soient au nord, au sud, au centre. Je veux dire, les grands crus, c'est la France.
Le champagne, c'est la France. Il n'y a pas d'autre champagne ailleurs. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, voilà, on est dans cette complicité pour qu'il puisse avoir dans son restaurant peut-être Boujnah, je sais pas moi, avoir Patrick Bruel, avoir Tapiro, avoir peut-être Cyril Hanouna, voilà, avoir ces crétins chez lui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il cherche une visibilité. On est quasiment dans la décadence. On est dans la décadence. On est dans la décadence. Donc, qui lui a sifflé de vendre ses vins. Moi, je ne sais pas. Peut-être Mohamed VI a des actions dans des vignobles israéliens, ce qui m'étonnerait très peu. On parle déjà, on commence à parler tout doucement des investissements des holdings royales d'un certain nombre d'entreprises de high-tech à Tel Aviv et dans les environs. Donc, ça, c'est des choses qui commencent à sortir. Maintenant, ça fait 2 mois que je scrute les statistiques israéliennes, les Statistical Abstract of Israel. Je ne vois pas encore de données, pas d'articles. Je vais dans la banque, enfin leur banque nationale à eux, la Leumi Bank. Je ne vois rien encore sur le Maroc, mais ça finira par sortir. Vous savez, il y a un article qui va glisser quelque part dans l'un ou l'autre journal, soit dans le Haaretz, soit dans le Yudu Taharnot, soit dans le Ma'arif, soit voilà. On aura, je veux dire, Hayom Ha Israël, on aura quelque part quelque chose qui va sortir. Mais l'information enfin les personnes qui m'ont donné l'information m'ont jamais déçu à ce niveau-là. Ils savent très bien quand ils fournissent une information, ils l'ont déjà vérifiée. Maintenant, il faut qu'on la confirme d'une manière, voilà. Alors, ce qui est très important dans ce rapport des Nations Unies, c'est qu'on ne s'est pas contenté de déclarer qu'il y a de la famine à Gaza, mais on a aussi montré cette fois-ci du doigt le coupable. On a montré du doigt le coupable, et ce qui est pour le moment, je veux dire, pas rassurant, mais est-ce que le vent change, est-ce que le vent tourne, c'est que il n'y a pas une réaction spontanée, une réaction, je veux dire, instantanée de la part des Américains. D'habitude, ils réagissent tout de suite. Pour des rapports comme ça, ils réagissent tout de suite en les condamnant. Donc souvent le porte-parole va monter au créneau, et il va dire non, c'est pas possible, Israël non, ils vont sortir que le Hamas, et c'est comme le fait, je veux dire, le porte-parole Ravovitch de l'armée, etc., qui continue encore à mentir parce que l'autre porte-parole arabisant, donc Adra'i, lui, je crois qu'il a épuisé les mensonges parce que les Arabes ne croient plus. Les Arabes ne sont pas responsables de l'Holocauste, et donc ils sont bien dans leur peau. On n'arrive pas à les culpabiliser. Les Arabes sont morts justement dans les tranchées en Alsace et un peu partout. Donc franchement, je veux dire, la petite Valkyrie avec lesquelles on fait chanter quelques collabos, leurs descendants, marche pas avec le monde oriental. Voilà. Et donc, elle fait plus de chansonnettes pour dire oui, c'est Hamas qui vole, alors qu'on voit qu'il y a des enfants dont les parents les retirent de l'école et ils les amènent sur les routes de Gaza pour arrêter les camions et détruire tout ce qu'ils transportent. On le voit, il y a des chaînes britanniques, il y a beaucoup de journaux qui en parlent. Des gamins, on les retire à l'école pour venir faire un boulot qui n'est pas du tout, je veux dire, affamer des enfants, quoi. Je veux dire, incroyable, incroyable. Ça rappelle un petit peu de Hitler, et on a vraiment fermé les écoles et ramené des petits gamins de 13-14 ans, puisque tout le monde était sur le front de l'Est presque, ou bien en Normandie. Donc on a ramené des gamins de l'école
pour faire l'ordre, la circulation, etc. dans des villes allemandes et vraiment avec des armes à la main, etc. On est quasiment dans ces postures-là, quoi. J'ai l'impression on est dans un schéma, je vais utiliser un terme de la reproduction. Ce que leurs ancêtres, ce qu'on leur a raconté avant de dormir, sur la Shoah, surtout, ils sont en train de le reproduire. Mais non du Dieu, où va-t-on? Où va-t-on? C'est pour cela il y a des voix, comme je vous ai dit, des anciens déportés qui disent « Not in our names », pas en notre nom, s'il vous plaît. On marche pas, c'est fini. Il y a beaucoup qui veulent plus marcher maintenant. Il y a plus. Vous avez Youd Olmert, vous avez Youd Barak, sont clairs. Crime de guerre, génocide. Je sais pas, il y a Benjamin Netanyahu aujourd'hui, en dehors de ses composants de son gouvernement et sa femme, il y a personne. Il y a personne. Il y a même pas 10% des appelés qui répondent à l'appel. Les réservistes ne seront plus à la caserne, ils préfèrent être derrière les barreaux. On a un retour de refusnik, de breaking the silence. Ces organisations sont très actives, etc., etc., etc. Donc, on va aller vers autre chose. Ça sera la fin, je veux dire, du foyer national juif, et on va assister à quelque chose de nouveau, une société peut-être fraternelle, une société solidaire, une société pacifiste, etc., 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 etc. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte que l'armée la plus morale au monde, ce masque est tombé depuis longtemps. Le comportement qui a fait le tour de toutes les TV internationales, celle de Ben Gvir qui se rend dans une prison, même, je veux dire, les plus horribles politiques français n'ont pas osé le faire, d'aller dans la prison chez le plus vieux prisonnier libanais qui était en France. Personne n'a été le menacé dans la prison. Là, il y va directement, quelqu'un qui est condamné, qui est derrière les barreaux. C'est une violation flagrante des droits humains. Des droits humains. Donc, on peut se permettre de se comporter comme bon nous semble avec les goïms et les goyotes. Et puis, il y a une vidéo qui a circulé, d'ailleurs qui a fait pleurer, et je vous assure, une journaliste pro-sioniste de la mort, mais elle a pleuré. Je sais pas que tout le monde a eu cette occasion d'écouter cette vidéo. C'est des gamines emprisonnées. C'est des gamines emprisonnées. Et c'était le jour de la fête musulmane, de l'Aïd. Il y a une jeune fille tu entends que c'est la voix d'enfant. Elle demande à ses camarades qui se retrouvent dans d'autres cellules. Et ça me rappelle ce qu'on me racontait Midhat, ce qu'on me racontait Bayazid, ce qu'on me racontait Ali Bourikat, qui ont passé 18 ans au Ban Tezmamak. Quand ils communiquaient, ils disaient, cellule numéro 4 veut parler, par exemple, à la cellule numéro 5. Alors les autres font le silence, et puis ils communiquent ce qu'ils ont à leur dire. Mais c'était la même chose. La jeune fille leur dit, est-ce que vous êtes toutes réveillées? Est-ce que vous avez fait vos ablutions? Est-ce que vous êtes propres, etc., etc. On va faire le takbir. Et tu entends des voix de gamines qui disent, donc cette prière qu'on pratique le jour de l'Aïd, donc voilà, avec je veux dire, avec la mélodie qui va avec, etc., etc. Et la journaliste, peut-être on lui a expliqué ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Elle a commencé à pleurer sur le plateau. Et cette dame, je l'ai vue en train d'engueuler le Barghouti, en train d'engueuler le Barghouti, le médecin, pas celui qui est en prison, en train de l'engueuler, etc. Donc, mais vraiment défendre l'armée israélienne, etc. Et là, je l'ai vu fondrer en larmes. C'est fini. On a dépassé un seuil. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tout le monde est perdant dans cette histoire. Tout le monde est perdant dans cette histoire.
C'est une tragédie, pas palestinienne seulement, c'est une tragédie humaine. Donc face à un seul homme, personne n'a su l'arrêter. Tout le monde est complice. Van der Leyen, Macron, je veux dire, les Hollandais commencent à bouger un peu, les Allemands. C'est incroyable. On ne corrige pas ces erreurs sur le dos d'un autre peuple. Les Allemands, ils ont payé suffisamment leur connerie, leur tragédie qu'ils ont fait subir aux Juifs d'Europe. Ils l'ont payé suffisamment. Pourquoi aujourd'hui laisser faire la même chose que eux ont fait ou être complices de quelque chose que eux ont fait subir aux Juifs d'Europe? Ils ont fait quoi, les Palestiniens? Ils ont fait quoi? Je veux dire, les Arméniens, quand ils étaient persécutés, massacrés par l'Empire ottoman, etc., ils ont pris le chemin de la Palestine, ils ont pris le chemin du Liban. Aujourd'hui, au Liban, les Arméniens, c'est une communauté. Elle a ses représentants au Parlement. En Palestine, aujourd'hui, l'Église arménienne orthodoxe est représentée. Mais le problème du refus du colon venu d'Europe, parce qu'il est venu avec cet esprit suprémaciste européen pour soumettre le Palestinien, avec une vision un peu à la Rothschild, à la Weizmann, etc. Et c'est ça que les Palestiniens n'ont pas accepté. Parce que la Palestine est une terre avec un peuple. C'était pas une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Ça, c'est une blague, hein. C'est une blague. Il y a la vidéo de Golda Meir qui tourne sur YouTube et tout le monde, je crois, qui a eu l'occasion de la visualiser et qui dit clairement aux journalistes américains qui l'interrogeaient à l'époque dans les années 60, « I'm Palestinian. Je suis palestinienne. » Entre le temps qu'il est arrivé et jusqu'en 48, elle était palestinienne. Ça, c'était une des premières ministres israéliennes. Moi, je trouve que la communauté internationale, je parle politique, hein, doit se ressaisir. Voilà. Nadia, ils les ont pas accueillis. Vous savez, c'est une longue histoire. On doit ouvrir un jour tout un live spécialement Palestine. C'est malheureusement, c'est souvent les notables, c'est souvent les traîtres de l'intérieur, mais souvent issus des grandes familles. Les 1% des terres qui ont été vendues, les contrats ont été signés à Londres, ont été signés à Paris, ont été signés à Beyrouth, ont été signés à Damas, je dirais, pour lesquels l'Empire ottoman avait donné des concessions, avait donné des terres, et ils les ont vendues dans des cabinets de notaires à l'étranger. Ils n'ont jamais mis des pieds en Palestine. Et donc, mais les Turcs leur avaient donné des terres, etc. Et puis eux ont profité de l'occasion pour les vendre, pour rien, pour une bouchée de pain. Et parmi eux, Al-Husseini, ce monsieur sur lequel on met tous les malheurs des Juifs, c'est lui qui a sifflé, selon Benjamin Netanyahou, l'idée de massacrer les Juifs, alors que ce bonhomme était vomi par les Palestiniens eux-mêmes. C'est quelqu'un qui a refusé de participer à la grande révolte de 36-39, et puis après, il est parti. Il faut lire ce que Hassan Kanafani a écrit sur cette crapule, Al-Husseini, de shérif de la Mecque. C'était une vraie crapule, lui et sa famille. C'était le moufti des Britanniques. Il était à la solde des Britanniques. Et le jour où il n'arrivait pas à s'entendre avec les Britanniques, je ne sais pas pour quelle raison, il a dû partir et chercher donc l'ennemi numéro 1 des Britanniques. C'est pour cela qu'il a abouti chez les Allemands, pas par amour des Allemands, mais c'était pour mieux nuire aux Anglais. Voilà pourquoi Hussein a pris le chemin, il n'est pas parti à Paris, alors qu'il était un habitué de Paris avant. Et d'ailleurs, tous ces grandes familles palestiniennes libanaises étaient des grands habitués de Paris, et aussi. Donc voilà.
Voilà, Adnan, pour cette partie-là. Pour résumer votre pensée, Israël sera obligé de se transformer quelque part. On n'a pas le choix. 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 C'est ce qui est arrivé à la Algérienne. On commençait à massacrer, à utiliser le napalm. Mais les Algériens ont résisté, ils avaient les moyens, ils ont eu le soutien y compris d'un certain nombre d'élites et d'intellectuels français. On a évité le pire. On est vite parti après 8 ans de guerre non-stop, de 54 à 62. On est parti vers les négociations. Là, je crois que Benjamin Netanyahou, soit il finira par être assassiné, il n'y a pas le choix. Et il finira par être assassiné de l'intérieur, soit le Shin Bet, soit le Mossad qui va orchestrer ce genre de truc, parce que pour eux, c'est le déshonneur d'Israël. Et moi, je trouve que, je terminerai avec ça, cette partie-là, je trouve qu'il y avait une très jolie phrase de Israël Shahak, c'est le fondateur c'est un juif polonais, docteur en chimie organique, qui était professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il avait dit une citation extraordinaire qui date, je crois, de 69-70. Il dit les Allemands m'ont fait peur d'être juif. Israël me donne honte d'être juif. Et je trouve que ça résume aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de juifs ont honte d'être israéliens. Beaucoup. Donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas contents et ils ont vraiment honte d'être israéliens. Voilà. Donc je trouve que on est là-dedans. Et vous pensez que le peuple palestinien survivra à ce massacre en cours, à ce génocide gazaoui entre autres? Si tu fais la liste, je veux dire, il y a eu 500 villages palestiniens disparus. On a fait disparaître 500 villages palestiniens. Il faut lire la grande encyclopédie qui a été faite par tout un groupe d'historiens palestiniens dirigé par Walid Khalidi qui s'appelle Kaylan Ansa. En anglais, c'était All That's Remain, mais en français, pour ne pas oublier. Mais il n'existe pas en français, il existe qu'en anglais, All That's Remain, et en arabe, Kaylan Ansa. Il dit que s'il n'y avait pas, à la disparition d'un village, un grand massacre, il y avait quand même un tout petit massacre. Donc, pendant, je veux dire, 48 jusqu'à fin 49, il y a eu à peu près 500 massacres. Bien sûr, il y avait ceux qui étaient beaucoup plus visibles que d'autres, comme Tantoura, comme Deir Yassin, etc. D'ailleurs, le massacre de Deir Yassin, moi, je vous recommande d'aller chercher le texte et la pétition qui a été mis sur pied par Hannah Arendt et signé entre autres par elle-même, par Einstein et par une vingtaine d'autres intellectuels juifs américains de l'époque, et ont traité le régime de Begin à l'époque, qui était à la tête du mouvement terroriste israélien, l'Irgun, le Stern et le Lehi. Donc, on les traitait de fascistes et de nazis. C'est dans le texte de la pétition. Et il est publié dans le New York Times de 1948, après les massacres de Deir Yassin. On y est en plein dedans. On y est en plein dedans. On a affaire à des fascistes et des nazis. C'est les mêmes. C'est les mêmes. D'ailleurs, Begin, c'est le fondateur, bien entendu, du Likoud. Et donc, on est aujourd'hui, donc à ces petits-enfants qui réagissent de la même manière que lui. Ce qu'on oublie toujours de dire, le père de Benjamin Netanyahou, il a volisé Dominique Vidal, le fils de Pierre, je crois Vidal. Donc, Dominique Vidal, qui est un grand historien français, qui a travaillé énormément sur la question palestinienne, mais il le dit dans un de ses articles, le papa de Benjamin Netanyahou, qui est un fervent admirateur de Jabotinsky, a applaudi
a applaudi l'arrivée de Hitler au pouvoir. Récemment, un des enfants de Benjamin Netanyahu, Aïbadallah, a donné son image, ça veut dire sa gueule, sa photo, donc pour une publicité d'un mouvement d'extrême droite allemand. Et quand on voit aujourd'hui le mariage d'un certain nombre de juifs français, y compris discrètement Bernard-Henri Lévy, Tapiro, Le Crif et le bazar, cette proximité avec le RN, etc., qui n'est rien d'autre que le bâtard du Front National. C'est du four crématoire, c'est le FN, c'est Jean-Marie, c'est vraiment la continuité d'un parti qui a été fondé par des anciens Waffen-SS. On se pose des questions. On se pose des questions. On se pose des questions. Et aujourd'hui, cette communauté crifiste française, ce sont des gens qui ont une deuxième résidence en Israël. Et ils ont peur pour la deuxième résidence. Ils ont peur pour la deuxième résidence, c'est tout. Mais les vrais Israéliens sont loin. D'ailleurs, quand vous voyez des débats entre Shlomo Sand et d'autres habitants, des Juifs habitants de la France, mais il se marre. Il dit, personne vous a demandé de nous défendre. On n'est pas persécutés, on est des persécuteurs. Le rôle de la victime est terminé. Le rôle de la victime est terminé. Quand vous avez des acteurs de cinéma, entre autres, qui vous disent « Ah oui, mais les Palestiniens rêvent d'avoir un holocauste. » Mais c'est quoi ce langage? C'est quoi ce langage? C'est quoi ce langage? On est dans le tunnel, hein. On est dans le tunnel. Voilà, c'est révoltant, c'est beaucoup de colère, mais la volonté du peuple palestinien, je peux vous assurer, c'est très compliqué pour pouvoir, je veux dire, l'éteindre. Elle ne s'éteindra pas. Il y aura beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, etc. Mais c'est un peuple qui nous a démontré, je veux dire, après tous les massacres, y compris ceux qu'il a vécu en dehors de son espace historique, donc le mandat britannique, par exemple au Liban, donc à Sabra et Shatila et ailleurs. Il a vécu le Septembre Noir, donc tout le massacre du roi Hussein de Jordanie à leur égard, etc. Et il est toujours debout, ce peuple, et continue à l'être, et voilà, il va naître de ses cendres, j'en suis certain.